Ensuite, il y a eu d'autres sujets autour de la logistique aussi où vous êtes intervenu, Ouais, parce que les minerais, il faut les transporter. Donc, c'est un enjeu cœur business aussi. Donc, vous avez travaillé dessus. Et puis, réchauffement climatique oblige, écologie fait que ça devient aussi cœur business pour Eramet. Et là, tu travailles aussi sur des enjeux RSE. Est-ce que d'abord, tu peux nous parler de l'importance de la RSE chez Eramet? Qu'est-ce que c'est? Comment vous le définissez en interne? Et pourquoi c'est un sujet important pour le groupe? Alors, effectivement, la RSE, c'est un enjeu très important pour nous. Comme on souhaite être un des acteurs de la transition énergétique, passer, comme je disais tout à l'heure, cette transition des énergies fossiles vers l'électricité, on doit nous-mêmes être exemplaires. Donc, on doit avoir des ambitions RSE très, très importantes. On s'est d'ailleurs doté d'une raison d'être dernièrement qui contient des éléments très, très forts sur notre responsabilité vis-à-vis de la nature et des personnes. Et on travaille sur la RSE depuis de très nombreuses années, bien sûr, mais on a formalisé ça dans une stratégie RSE dernièrement qui s'appelle Acting for Positive Mining, qui a 3 axes. Le premier, c'est sur les gens, pour simplifier, faire en sorte qu'on ait un environnement de travail inclusif, qu'on soit contributif aussi économiquement au développement des communautés locales autour de nous. Le deuxième axe, c'est sur la nature, respecter la nature. Nos mines, nos usines, souvent opèrent dans des endroits qui sont exceptionnels d'un point de vue environnemental. Donc on doit faire en sorte que notre consommation d'eau, que notre impact environnemental au sens large, y compris les émissions de CO2, soit le plus faible possible. Aussi le respect de la biodiversité, très important sur cet axe respect de la nature. Et le troisième, c'est transformer notre chaîne de valeur pour qu'elle soit plus vertueuse du point de vue environnemental, donc décarbonation notamment, faire en sorte que tous nos partenaires, nos fournisseurs soient eux-mêmes irréprochables dans ces sujets-là. Et pour s'assurer que nos actions soient en ligne avec nos paroles ou nos intentions, on est en train de certifier largement tous nos sites avec des certifications spécialisées dans le domaine très exigeantes, comme IRMA par exemple, sur la mine responsable, que l'on est en train de déployer sur l'ensemble de nos sites. Donc grâce à ça, on montre aussi que nos actions sont en ligne avec nos intentions. Ces certifications, par exemple, sont réalisées par des tiers. Donc ça permet de nous assurer que sur l'ensemble de ces dimensions de la stratégie RSE, on est parmi les plus exemplaires dans le domaine. C'est très clair pour moi. Si je résume et on prend, on va dire, un pas de recul, Eramet a des concessions partout dans le monde pour extraire des minerais. Donc, ils ont pas mal de salariés qui travaillent dans des conditions parfois un peu difficiles. Donc, pour vous, c'est essentiel de préserver déjà les gens, préserver les salariés de Eramet. Déjà, ils travaillent en sécurité. D'accord. Jusqu'à quelques années, on avait beaucoup trop d'incidents, de problèmes de sécurité sur nos sites. Okay. La situation s'est beaucoup améliorée en quelques années. Et le slogan un petit peu, c'est on souhaite qu'un employé reparte chez lui en même état, dans le même état de santé que quand il est rentré. Donc s'assurer que la sécurité est fondamentale, est bien prise en compte dans nos opérations, que la santé est aussi respectée, que donc les conditions de travail plus largement que la sécurité soient respectées, que la pénibilité soit réduite, et donner des conditions de travail salariales qui sont parmi les meilleures dans le domaine, en tout cas au niveau local. Très clair. Et plus largement au niveau du groupe. Donc ça fait vraiment partie des engagements de Eramet, que les salariés Eramet travaillent dans de bonnes conditions. Deuxième point, c'est la préservation de la nature. Vous travaillez comme tu l'as dit, dans des sites exceptionnels. Il faut prendre soin des émissions de CO2, il faut prendre soin de l'eau, etc. Donc c'est un enjeu fondamental pour Eramet. Et puis troisième point, quand tu parlais de la chaîne de valeur, c'est aussi faire en sorte parce que vous arrivez à produire, servent de manière générale à la transition écologique, à des activités qui vont être des activités où on va avoir une consommation énergétique qui va être soit réduite, soit différente par rapport à ce qu'on a connu. Décarboné. Décarboné notamment.
Donc c'est très clair. Et ce que je comprends, c'est que c'est fondamental pour Eramet et que si vous ne le faites pas, indépendamment de l'aspect, on va dire, éthique et moral, Exactement. pour votre business, c'est compliqué. C'est un droit opéré, comme on dit souvent. D'accord. Des classements sont réalisés chaque année sur les principaux risques qui pèsent sur l'activité minière. C'est réalisé par des cabinets tels que Ernst & Young, par exemple, EY. Il y a quelques années, la digitalisation faisait partie des risques importants. Ce risque a baissé. Et depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la license to operate qui est très importante. La license to operate, c'est le droit d'opérer. C'est le fait que les communautés locales, les pays dans lesquels on opère, soient en phase avec notre manière de travailler et nos valeurs. Donc, au-delà effectivement des engagements moraux et éthiques, c'est tout simplement la capacité à poursuivre nos activités dans les différents pays dans lesquels on opère qui est en jeu. Très clair. Donc la RSE, c'est critique Complètement. pour Eramet. Complètement. Donc une fois qu'on a dit... Et à niveau de la stratégie Act for Positive Mining qui a été largement communiquée, vous pourrez voir ce qui est fait dans le domaine, y compris les tableaux de bord, vous pouvez regarder sur le site Eramet, où on voit le suivi de nos émissions de CO2, nos consommations d'eau, des actions contributives vis-à-vis des populations locales. On va y venir. Donc en tout cas, c'était un élément important. Je pense que c'est le cas pour la plupart maintenant des entreprises. La RSE, c'est vrai qu'on va dire historiquement, c'était peut-être pas un sujet qui était discuté très souvent au CODIR, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, license to operate, c'est-à-dire que si il y a pas ça, ben, on n'opère plus potentiellement. Donc il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et maintenant, bah, tu vas comprendre la question. Donc on a parlé du fait que RSE, c'est important pour Eramet. Comment l'équipe data, l'équipe analytics aide Eramet à s'améliorer sur cet enjeu? Alors, la data est vraiment au cœur de la démarche RSE. D'accord. Et de manière très transversale. On ne peut pas déjà connaître sa situation en termes de respect de la biodiversité, émissions de CO2, consommation d'eau, si on ne le mesure pas. Donc on a des systèmes, des logiciels qui collectent de la donnée, qui mesurent beaucoup de choses. Parfois, malheureusement, cette donnée, elle est difficilement accessible. Et donc c'est grâce à des démarches de gestion de la donnée, de gouvernance de la donnée, qu'on arrive à avoir un panorama de l'ensemble des mesures, des systèmes, des données, pour ensuite les remettre en qualité et être capable de mesurer les choses et de suivre les objectifs que l'on s'est fixés. Donc il y a toute cette démarche de cartographier ce qu'il y a, éventuellement ajouter de l'instrumentation, des logiciels, des plateformes de données quand c'est nécessaire, et ensuite définir les tableaux de bord, les KPI, les objectifs que l'on souhaite suivre grâce à ça. Donc là, c'est plutôt le volet data management de l'équipe. Sur la partie data analytics, data science, intelligence artificielle, c'est des projets différents qui visent plutôt à réduire l'impact. Pas seulement de le suivre, de le mesurer, mais de le réduire grâce à des algorithmes, grâce à la compréhension des liens entre nos émissions de CO2, par exemple, et notre activité opérationnelle. Donc, grâce à des algorithmes, par exemple, d'optimisation, on peut à tout moment choisir la source d'électricité la moins carbonée pour faire fonctionner nos fours métallurgiques. On a fait un projet, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Nos fours métallurgiques sont des équipements dits électro-intensifs qui consomment beaucoup d'électricité. L'électricité en Nouvelle-Calédonie peut être produite à partir de fuel, dans une centrale thermique, à partir du barrage de Yaté, ou de l'hydroélectricité, ou d'une centrale solaire à Boulou-Paris. Donc on a plusieurs sources d'électricité qu'on peut activer à tout moment pour alimenter nos fours. Donc on a mis en place un projet pour optimiser à tout moment le choix entre la centrale solaire, l'hydroélectricité ou la centrale thermique, en privilégiant un optimum économique et environnemental, donc d'émissions climatiques, d'émissions de CO2. Donc voilà un exemple de comment la data, les algorithmes permettent d'améliorer de réduire notre impact sur le climat. Et on a d'autres sujets sur la réhabilitation environnementale. Donc notre activité minière a un impact, bien entendu, sur le paysage. Pour minimiser cet impact, on récupère souvent la couche fertile qu'on va avoir sur nos mines, ce qu'on appelle le topsoil. Et après l'activité minière, on replace et on replante avec des arbres, des arbustes,
l'endroit sur lequel on avait opéré. Donc on a des pépinières sur nos mines qui nous permettent de replanter et donc de rendre à la nature son aspect initial. Pour faire ça, on a des drones pour suivre que cette réhabilitation est efficace, fonctionne, et que l'on est en lien et qu'on est avec nos objectifs. On va avoir des drones qui passent à différents moments, avant l'activité minière, pendant et après, et on s'assure que les activités de replantation derrière, de réhabilitation, sont en ligne avec ce qu'on s'était engagé. Donc, par exemple, on s'engage à replanter 30% de plus que ce qu'on a pu avoir à déplanter sur certaines de nos mines. Donc, grâce à ça et des algorithmes de deep learning, de traitement d'images qui vont travailler sur ces images de drone, on s'assure de compter de manière automatique tous les arbres qu'on a replantés, leur taux de repousse, et s'assurer qu'on est bien en lien avec, on est bien en ligne avec nos ambitions dans le domaine. C'est hyper clair pour moi. Donc moi, si je résume, il y a la data pour mieux comprendre, décrire, Pour mieux comprendre, mesurer. mesurer la situation. Donc on est vraiment sur du descriptif, et là, il n'y a pas forcément besoin d'IA, entre guillemets, c'est Non, plus du non, data management. C'est ça. D'autant plus que vous êtes dans une industrie qui est très réglementée. Donc il y a des auditeurs qui, à un moment donné, passent et ils ont besoin de contrôler. OK, Ramed, vous avez des engagements sur la décarbonation, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'où vient la donnée? Est-ce que vous pouvez m'assurer que les tonnes de CO2 que vous agrégez, que vous comptez au niveau du groupe, sont bien correctes? Bien sûr. Et être capable d'aller presque jusqu'au capteur qui va mesurer les consommations de carburant d'une locomotive ou d'un engin minier. Très clair. En tout cas, effectivement, ce besoin de cartographier la situation, et donc vous arrivez à le faire par le data management. C'est ça. On y viendra certainement par la gouvernance aussi. Je comprends que vous utilisez l'IA aussi pour l'IA cognitive, entre guillemets, avec les drones qui vont réussir à prendre des images parce que vous travaillez sur la replante d'arbres. Et c'est vrai, là, on parle d'émissions de gaz à effet de serre. Un des moyens de réduire les gaz à effet de serre, c'est de planter des arbres. Donc, ça peut être tout bête. Oui, Donc, vous avez et puis réduire l'impact sûr. qu'on peut avoir. Donc, en tout cas, on se rend bien compte de ce sujet-là, en fait. Et donc, vous vous impliquez dedans. Et encore une fois, pour pouvoir le mesurer, le contrôler, aujourd'hui, vous utilisez de l'IA cognitive, tout simplement. Vérifier que c'est bien le cas. Et en plus de ça, vous avez de l'IA décisionnelle, entre guillemets, parce que vous avez la possibilité de regarder comment fonctionne un four, comment fonctionne, on va dire, un outil industriel. Et cette IA est suffisamment paramétrée et intelligente pour dire, compte tenu de la situation, on va utiliser telle ou telle source d'énergie. Ça peut être automatique ou pas, ça peut être de la recommandation d'action vis-à-vis de métallurgistes, de géologues ou d'experts métiers. On a aussi, mais ça depuis des décennies, de l'IA en contrôle-commande, pour piloter de manière automatique des fours ou d'autres équipements industriels. Là, on parle d'IA qui, déjà, propose des recommandations, des actions à des experts métiers qui ensuite décident ou pas d'appliquer ces recommandations-là. Mais en tout cas, IA comme outil d'aide à la décision. Exactement. Et elle est suffisamment intelligente pour dire, voilà, compte tenu du paramétrage, et le paramétrage, il est fait pour dire, il faut que tu aies la consommation énergétique, qu'on ait la consommation énergétique la plus réduite possible, ou la meilleure possible. L'IA va être en capacité de donner des indications pour que vous, derrière, vous puissiez prendre ou pas la décision. Exactement. Donc, on voit un outil de data et d'IA, des outils qui sont plutôt traditionnels et d'autres qui sont assez avancés, qui permettent de travailler sur l'enjeu qu'on avait évoqué, à savoir le deuxième enjeu, c'est la RSE au service de la nature, et donc la data au service de la nature. Donc, on a vu plusieurs points. On a vu que l'IA et la data étaient utilisées pour arriver à cartographier les situations. Elle était aussi utilisée pour mieux piloter, pour donner des indications sur des décisions à prendre aussi. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est le comment. Comment on arrive à obtenir de bons résultats, tout simplement? Est-ce que tu peux nous décrire comment vous avez fait pour, dans des environnements qui sont quand même assez compliqués, arriver à mesurer l'activité, à mesurer les consommations d'énergie, notamment, j'ai envie de dire le bac derrière, l'arrière-boutique. Comment on arrive à obtenir des résultats probants?
Bon, alors déjà, la première chose, c'est d'avoir une stratégie qui est claire. Ok, Bon, sans même parler de la partie technique, d'accord. je pense qu'on va pas rentrer sur les capteurs, Ok. exactement, parce qu'on n'aurait pas le temps, c'est un sujet en soi, mais déjà, il faut avoir une stratégie qui est claire, une stratégie data qui est bien définie et qui est en ligne avec la stratégie de la direction des opérations à laquelle j'appartiens et plus largement la stratégie d'entreprise. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Sans ça, on ne peut pas avoir des priorités claires et les projets qu'on va lancer derrière ne vont pas marcher puisqu'on n'arrivera pas à avoir les ressources pour mener les projets. On a toujours besoin de collègues localement pour porter les projets. Ce sont eux qui, à la fin, utiliseront tout ce qu'on a pu faire. On va avoir besoin de leur temps pour cartographier l'existant. On va avoir besoin de gens de la DSI pour mettre en place des outils, pour nous aider à collecter la donnée, pour mettre en place des architectures cloud. Donc, il faut mobiliser toutes ces ressources-là. Il faut aligner toutes ces ressources-là. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir une feuille de route, une stratégie claire, déclinée en projets, clairement structurés et alignés sur les priorités d'entreprise. Donc ça, c'est un grand travail de définition, d'alignement des parties prenantes, qui est parfois qui est pas visible, mais qui est très très important. Et ensuite, gérer les projets, les accompagner, faire l'accompagnement au changement, les revues d'organisation, des formations. Donc, tout un ensemble d'actions pas techniques, mais qui sont D'accord. fondamentales pour la réussite des projets. Et bon, sur la partie technique, ensuite, bon, il faut instrumenter là où on n'a pas de capteur. Donc, on va faire cette cartographie des données que j'expliquais tout à l'heure pour savoir combien de CO2 on émet sur un site, par exemple. Quand on va faire cette cartographie en data management, on va voir qu'on a déjà des systèmes existants. Donc, on va regarder quelle action il faut prendre pour récupérer ces données. Donc, peut-être accéder à une base de données, qui est hébergé dans un logiciel localement sur un serveur dans une mine au Gabon et récupérer ces données sur le cloud pour ensuite analyser et faire un tableau de bord. On va voir que dans un endroit, on ne mesure pas des émissions ou des consommations de carburant. Donc on va devoir instrumenter. Peut-être que c'est un engin mobile qui est difficile à suivre, donc on va peut-être utiliser de l'IoT pour faire ça. D'accord. Donc voilà, toute cette stratégie-là, plus technologique, elle vient un petit peu à la fin, une fois qu'on a défini le besoin clairement, qu'on a un projet clair, une stratégie claire, et qu'on souhaite la mettre en place. Et derrière, bon, il faut aligner les parties prenantes et animer ces projets pour s'assurer que les réalisations concrètes découlent de tout ça. Donc voilà un petit peu pour la méthode, c'est stratégie, trouver les ressources, animer, faire des formations, l'accompagnement au changement. Très clair. Et tu fais bien et merci beaucoup d'insister sur cette partie-là. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tes pairs qui parfois sous-estiment cette partie-là et se disent bah, moi je veux être dans l'action très directe et je vais sortir du cas d'usage. Je vais Bah obtenir là, c'est le cas, mais en fait, avant même de démarrer, ça avant fait même de partie démarrer, du cas d'usage. voilà, c'est fondamental de le faire avant pour pas se Justement. lancer un peu tête baissée sur un projet qui Exactement. n'a aucun intérêt pour l'entreprise, donc qui ne va intéresser personne, et pour lequel on n'aura pas de traction, on n'aura pas de ressources Mm. prêtes à être à travailler sur le sujet. On n'aura pas de budget pour le faire. Donc c'est très important de bien définir ce qu'on souhaite faire avant même de lancer Bien sûr. le projet. D'une manière générale, dans notre activité, les dépenses liées au projet, à peu près 50%, c'est pas de la tech. Ok. C'est ce que je viens d'expliquer, la stratégie, aligner les parties prenantes, gérer les projets, donc les animer, faire l'accompagnement au changement derrière, une fois que le projet est réalisé, former les gens, alors à utiliser des outils certes, mais aussi à suivre des procédures de data management, de collecter la donnée sur le terrain, ou de réentraînement de modèles IA si on parle de sujets plus data analytics. Donc globalement, la moitié des investissements et de l'effort de l'équipe, c'est pas de la tech, c'est pas codé, Ouais. c'est pas installer des logiciels ou de l'IoT, c'est gestion du changement, c'est stratégie, alignement de parties prenantes. Donc très très important. Non, mais ça nous parle, nous, chez HubAdvisor, notre métier est notamment d'aider les directions data dans l'acculturation, la formation, la montée en compétences des effectifs data, mais aussi des gens qui viennent du métier, qui connaissent pas forcément la data, qui n'ont pas l'habitude et qu'il faut embarquer. Donc là, tu prêches un convaincu sur cet enjeu-là. Et bah, c'est très clair pour moi, il y a cette dimension